Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une actrice importante dans l'histoire du cinéma français, mais aussi mondial, Romy Schneider, le titre de ce livre, parce que c'est un livre, voilà, Romy Schneider, le titre Les actrices se brisent si facilement, c'est édité chez Capricci dans la collection Capricci Stories, et l'autrice de ce livre, c'est Faustine Saint-Geniès. Elle est là aujourd'hui pour nous en parler. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Bah écoutez, très bien, et je suis ravie d'être là, merci de me recevoir. Bah, je vous en prie. Alors, je montre quand même de nouveau le livre, et il faut savoir que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, ça vous renvoie directement au site de Capricci, mais aussi à la page du livre, si vous voulez, bien évidemment. Pardon, si vous voulez bien évidemment vous le procurer. Alors, j'ai oublié de dire quand même que vous étiez avant journaliste politique et correspondante à New York, et que vous collaborez au magazine de cinéma assez important, ce qui s'appelle SoFilm depuis 2016. Première question, très basique, très simple. Comment s'est passée cette première rencontre avec l'actrice Romy Schneider? C'était à travers quel film, ou c'était un autre événement, et surtout, vous aviez quel âge? Oh, j'étais jeune, j'étais très jeune. En fait, Romy Schneider, elle fait partie un peu de ma cinéphilie depuis très longtemps, parce que ces films, les Sissi, passaient toutes les vacances de Noël quand on était petit. Elle passait soit sur TF1, soit sur France 2, soit sur FR3 ou Arte à l'époque. Et donc, petite fille, je me souviens d'avoir regardé les Sissi avec mes cousins et cousines pendant les vacances scolaires. Mais ce que j'ai toujours trouvé frappant avec Sissi, et pour les avoir revus, ça m'a encore sauté aux yeux, c'est qu'elle est beaucoup moins Cuculapraline et petite princesse sans aspérité comme dans mes souvenirs, si vous voulez. En revoyant le film, je me suis dit, mais oui, ce qui m'a plu déjà petite fille, c'est qu'elle avait ce côté rebelle. Elle avait ce côté, c'est une fille ravissante dans le film, c'est déjà une fille d'une luminosité, d'une beauté époustouflante, mais elle a quelque chose de plus. Elle a quelque chose de plus, et elle va le prouver dans toute sa filmographie, et elle va le prouver quand elle réinterprétera Sissi bien plus tard chez Luchino Visconti. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Exactement. Mais est-ce que pour vous, ça a été très vite une évidence, même quand vous étiez enfant, c'est-à-dire quelque chose qui je sais pour quelle raison, qui vous attirait en elle, et qui ensuite a été aussi une évidence dans les autres films que vous avez découvert, dans votre adolescence ou ailleurs? Il y a deux choses, c'est que c'était une évidence parce que bon, les films me plaisaient, et puis c'était des films très agréables à regarder. La photo est magnifique. Ils ont essayé de recréer les décors, les décors de l'époque. Un peu une manière aussi pour l'Autriche de se dénazifier, de tirer un trait sur son passé récent. Les Sissi, ça fait partie des Heimatfilms, c'est-à-dire des films qui mettent en exergue la beauté, la famille, des valeurs qui absolument apolitique, et donc tout est fait pour que le film soit beau à regarder, agréable, et ça m'a plu. Mais ce qui m'a plu aussi chez Romy Schneider, il y a un peu les deux revers de la médaille déjà à l'époque, c'est que moi je pouvais voir les Sissi, mais on m'interdisait de voir ces autres films quand j'étais plus jeune, parce qu'il y avait des films qui sont absolument pas tout public. On pense aux Vieux Fusils qui passent aussi régulièrement, L'important c'est d'aimer d'Andrzej Julawski. C'est des films que j'avais l'interdiction formelle de regarder, donc il y avait déjà cette attirance vers elle, parce qu'elle avait ces deux facettes déjà que j'ai pu percevoir déjà jeune fille, quoi. Et quand vous les découvrez, ces films-là que vous venez de citer, comme Le Vieux Fusil, où il y a cette séquence particulièrement terrifiante, et d'ailleurs vous en parlez dans le livre, et vous décrivez aussi un peu dans quel état elle se trouvait, quand vous découvrez aussi l'important d'être aimé, ou d'autres films, même des films où forcément la violence n'est pas extérieure mais très intérieure, je pense notamment à une histoire simple, ou voilà, d'autres films de ce genre. Comment vous réagissez à ce moment-là? Oh, c'est une claque, c'est une véritable claque. Quand on voit les films de Romy Schneider, elle a cette particularité d'incarner des femmes qui sont toujours profondément engagées dans ce qu'elles font. Alors, beaucoup d'entre elles vivent des choses épouvantables ou éprouvantes. Vous parliez du Vieux Fusil. Moi, j'ai été frappée la première fois que je l'ai vue par la justesse avec laquelle elle interprète ce genre de scène. C'est-à-dire qu'elle est à la fois, elle vit son rôle, on sent qu'elle vit pleinement son rôle, et en même temps, elle arrive à être parfaitement juste. Il y a une précision.
assez frappant chez Romy Schneider, c'est que vous avez toujours cette dualité entre la précision et l'abandon de soi dans les rôles. Ça peut paraître contradictoire, mais elle arrive à concilier les deux avec brio. Et ça, c'est remarquable. Et dans Le Vieux Fusil, c'est vrai. Dans le film de Cavalier, Le combat dans l'île, c'est vrai. C'est un de ses premiers films, et pourtant, elle est déjà juste. Elle est déjà là. Elle a déjà ce jeu remarquable de grande actrice française que beaucoup lui envieront et lui copieront par la suite. Ah bah d'ailleurs, cette actrice-là, est-ce que dans votre cinéphilie, dans votre rapport donc à l'image, au cinéma, est-ce qu'elle a une place très importante par rapport aux acteurs par rapport aux acteurs et actrices, et notamment les actrices? Est-ce que c'est une place importante qu'elle occupe dans votre cinéphilie? Tout à fait, tout à fait. Elle a donné un peu le là. Alors déjà, il faut préciser que c'est la première actrice à avoir reçu le César de la meilleure actrice en France. Ça peut paraître contradictoire, mais elle, qui n'était pas française, elle a reçu pour le film de Zulawski, L'important c'est d'aimer, le premier César féminin de la meilleure actrice. Et elle a donné un peu le là parce que elle a imprimé sa marque avec un jeu qui est à la fois dans la retenue, dans le trop-plein. Elle a vraiment donné le ton. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, vous avez le prix Romy Schneider qui récompense les jeunes talents, les jeunes actrices. Vous avez le prix Patrick Devers pour les jeunes hommes et Romy Schneider pour les jeunes femmes. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes actrices s'inspirent de ces rôles. La scène d'ouverture de L'important c'est d'aimer, où elle joue Nadine Chevalier, une actrice avilie qui a tenté de percer, qui se retrouve à jouer dans des films pornographiques pour subsister et qui est là en chevauchant un corps moribond, le maquillage qui dégouline. Elle est en train d'être photographiée et elle dit au photographe « Faites pas de photos s'il vous plaît, je fais ça pour bouffer, je sais faire des choses bien ». C'est une scène que tous les acteurs, les actrices et les acteurs aussi voient dans leur formation ou voient ils s'en inspirent. C'est vous dire à quel point c'est devenu un monument du cinéma français. Pourquoi vouloir toujours jouer ce genre de personnage assez violent? Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à un moment de votre livre où je crois que c'est au Festival de Cannes, et je crois que c'est une conversation entre Romy Schneider et Luchino Visconti. Et Luchino Visconti lui dit « J'ai un rôle pour toi, devine c'est lequel ?» Et elle lui dit « Le rôle d'une prostituée ». Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait prendre au sérieux? Et est-ce que c'est aussi une question que vous avez peut-être souvent entendu parler, à savoir, il y a des acteurs comme ça, comme Patrick Devers. Patrick Devers, c'est très rare de le voir dans des comédies. Donc, voilà, juste, est-ce que ça vous parle, ce genre de questions? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est que Romy Schneider, elle a cette quête de l'absolu, et c'est par ailleurs une énorme bosseuse, qui fait qu'elle choisit aussi ses rôles en fonction de ça. Elle ne pourrait pas se contenter de faire des rôles, entre guillemets, pour bouffer, si vous voulez. Elle va faire des rôles pour gagner sa vie, mais que des rôles exigeants. Elle ne pourrait pas... Non, elle pourrait pas se contenter de peu. Elle veut toujours des rôles très difficiles qui lui demandent un effort considérable et un travail considérable. Quand elle accepte le film d'Alain Cavalier, par exemple, elle parle à peine français. Elle parle très mal le français. Le combat dans l'île, elle est une toute jeune femme d'une vingtaine d'années et elle joue intégralement en français. On entend un petit peu son accent, mais vous vous dites le boulot qu'elle a dû effectuer pour jouer aussi juste dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est bluffant. Il y a une autre raison à ça, je pense, les rôles de femmes, des rôles très durs, où elle est souvent abîmée, violentée, de manière, des violences physiques ou psychologiques d'ailleurs. Hein, elle n'est pas toujours, on n'est pas toujours dans la violence physique comme dans Le Vieux Fusil. Hein. Ces rôles-là, je pense qu'elle les choisit aussi parce qu'elle veut définitivement briser l'âge de Sissi qui lui a collé à la peau des années. Et jusque tard, il y a des interviews où on lui dit Sissi et pas Romy, si vous voulez. Donc, elle a cette espèce d'envie de déchirer les vêtements, de briser le miroir, qui est un peu un fil rouge dans sa carrière aussi. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier avec Romy Schneider, c'est que comme c'est une bosseuse qui est exigeante et que c'est une époque aussi où les actrices n'ont pas tant de rôle que ça. C'est son agent Jean-Louis Lévy qui disait ça, qui disait mais attendez, il ne faut pas imaginer que Romy Schneider, elle avait une pile de scénarios qui l'attendait tous les matins devant chez elle. C'était vrai quand elle jouait Sissi, elle avait plein de films à l'eau de rose, elle avait plein de propositions, mais après, quand elle est arrivée en France, même après Sautet, il n'y avait pas non plus des dizaines et des milliers de choix. Et donc, les rôles
elle allait les chercher parfois. C'est pour ça qu'elle harcelait aussi Claude Sautet pour savoir à chaque fois quel nouveau film il allait faire et s'il y avait un rôle pour elle. Enfin, elle le harcelait gentiment, je veux dire, ils s'entendaient bien, et puis lui aussi, il était ravi de la faire tourner parce qu'elle l'inspirait. Mais il y a aussi ça, elle a fait confiance à des réalisateurs, elle a eu ce talent et puis ce flair aussi de faire confiance à des réalisateurs dont c'était le premier film ou qui n'avaient pas la cote. Le premier film, on pense évidemment à Alain Cavalier, dont c'est le premier film. C'est son premier film en français, mais c'est son premier film à lui comme réalisateur. Zulawski, il a fait quelques films en Pologne. Il a été censuré par la dictature en Pologne. Il a dû émigrer en France. C'était un type dont personne n'avait entendu parler. Il vivait dans une chambre de bonne et il lui envoie un petit mot en lui disant « Voulez-vous jouer dans mon film ?» Personne ne connaissait Zulawski. Et elle a pris ce risque. Et en prenant ce risque, elle accepte tout ce qui va avec. Elle accepte le rôle, la difficulté du rôle, la violence psychologique qui peut aller avec. Elle aime prendre ces risques-là. Et dans les autres exemples de prise de risque, on peut citer Sautet, qui à l'époque est un has-been. À l'époque, il a fait 2 films qui n'ont pas marché. Il est un peu script doctor, c'est-à-dire il bricole des scénarios. Voilà, le reste du temps, il peint des appartements avec son beau-frère. Et il a été tellement traumatisé par ses échecs financiers précédents que il se dit c'est bien d'être payé de la main à la main, de faire du bricolage comme ça me va bien. Et puis arrivent les choses de la vie. Mais Romy lui fait confiance aussi, alors que il n'a pas une carrière de réalisateur long comme le bras derrière lui. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font que oui, elle choisit ces rôles-là, mais ça s'explique aussi vraiment par son parcours, et sa quête d'absolu. Encore une fois, elle a envie d'aller au bout de chaque rôle, et il faut lui reconnaître que la promesse est tenue à chaque fois. Mais vous parliez du cinéma français de ces années 60-70. Parlons plutôt des années 70 jusqu'à la fin, jusqu'aux années 80, début 80. Est-ce qu'elle était unique par rapport aux autres comédiennes, dans son jeu, bien évidemment? Elle était unique dans son jeu, et elle était 2 choses. Elle était, grâce à Sautet, elle est devenue la femme française, ce qui est assez paradoxal pour une femme qui n'est pas d'origine française, mais elle incarnait la femme française, c'est-à-dire que les hommes étaient attirés par elle parce qu'elle était magnifique, parce qu'elle était lumineuse et en même temps inaccessible, ce qui attise le désir. Et puis les femmes avaient envie de lui ressembler. Les femmes soit se reconnaissaient en elle, dans ces personnages de ces films, soit avaient envie de lui ressembler. Donc elle incarnait ça, ce qui lui mettait aussi la pression à chaque film. C'est aussi pour ça qu'elle avait cette peur aussi en arrivant sur les plateaux de ne pas être à la hauteur de son image, des attentes. Et puis, ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'elle avait ce jeu tout en retenue, et à un moment, ça déborde. À un moment, il y a cette espèce de trop-plein, et le personnage jaillit d'elle. Elle est habitée par ses personnages. Et les gens qui ont tourné avec elle racontent que de la première scène jusqu'au clap de fin, elle est habitée par les personnages. Même entre les scènes, elle vit ses personnages. Elle écrit des petites notes sur les feuilles de service ou des petits mots, des petits billets doux au réalisateur, enfin des petits billets gentils au réalisateur pour poser des questions, pour demander comment tourner telle ou telle scène. Et elle signe du nom de son personnage. Et ça, c'est dire à quel point elle est vraiment habitée, elle est le personnage jusqu'à la fin. Et c'est très difficile pour elle entre chaque film, parce qu'il faut se détacher, faire le deuil du personnage qu'on vient de jouer pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, parfois 6 mois. Mais où est-ce qu'elle a appris à jouer comme ça? Parce que je ne pense pas qu'elle ait fait l'acteur studio. Elle vient effectivement de Sissi, des jeunes années d'une reine, etc. Et puis, je veux dire, est-ce que, parce que dans le livre, je ne crois pas que vous mentionnez cela, mais elle a appris à jouer grâce à des cinéastes, des grands cinéastes qu'elle a rencontrés. Elle a appris sur le tas. Comment ça s'est passé? Alors, elle dit qu'elle a 4 maîtres. Elle dit qu'elle a 4 maîtres qui sont Zulawski, Sautet, Wells et, que je ne dise pas de bêtises, Zulawski, Sautet, Wells et évidemment Visconti, Elle a appris au fur et à mesure de sa carrière, elle a appris en ayant affaire à des réalisateurs extrêmement exigeants, parfois tyranniques. On ne va pas se mentir, on peut penser à Wells qui avait la réputation d'être tyrannique, on peut penser à Henri-Georges Clouzot, avec qui elle a fait ce film L'Enfer qui n'a pas abouti, dont les archives ont été remontées en documentaire, alors que documentaire remarquable au demeurant. Elle est passée entre les mains de réalisateurs qui avaient la réputation d'être des tyrans, mais
qui lui ont appris énormément. Et vous disiez qu'elle n'a pas fait l'acteur studio, c'est vrai, elle s'est formée très jeune, elle a commencé à jouer à 14-15 ans, toute jeune, et elle a vécu ses premières expériences de jeune femme au cinéma, devant la caméra. Son premier baiser, par exemple, elle le donne à son partenaire dans Feu d'artifice, qui est un jeune homme comme elle. Elle a des hésitations. Quand elle se maquille en loge maquillage, son partenaire à l'écran vient la voir et lui dit « Alors, tu t'es entraînée ?» Et elle devient rouge écarlate et il dit bah, « Tu t'es entraînée pour la scène de baiser ?» Elle ne sait pas trop quoi répondre. Enfin, c'était une gamine, quoi. C'est vraiment une gamine. Et quand elle arrive sur le plateau, elle a du mal à jouer la scène puisque c'est une première pour elle. Et le réalisateur la presse, il commence à s'agacer un peu. Il dit « Bon, allez-y, quand même, qu'on ait un bout d'essai, là, ça suffit. » Et puis elle finit par l'embrasser. Et tout le monde ricane en disant le baiser. Et puis elle est. Alors, dans son journal intime, elle en rit aussi en disant j'étais toute timide, tout le monde était bienveillant. Mais en filigrane, vous avez quand même ce côté où elle s'est formée devant la caméra. Donc, quand elle joue, elle vit aussi. Et c'est ce qui donne l'intensité à ses rôles. Elle vit ce qu'elle joue. Elle a cette espèce de. Elle calque à son personnage et ça s'explique par ça. Ça s'explique par ses premières expériences à l'écran, face caméra. Elle n'a pas vraiment été protégée par sa mère et son beau-père, par ses agents. Elle a été un peu lâchée comme ça dans le cinéma et elle s'est formée comme ça, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Venons au livre. Déjà, comment vous êtes arrivé, enfin l'idée d'écrire un livre sur Romy Schneider? Alors, c'est un peu un concours de circonstances. En fait, la maison d'édition Capricci qui a lancé cette collection, la Capricci Stories, qui sont des biographies d'acteurs, mais très facile à lire. Vraiment, ça se lit c'est censé se lire comme un roman. Moi, j'avais lu les précédents que j'avais adorés. Vous en avez une sur Brando, vous en avez une sur Dietrich. Vraiment, j'ai trouvé que la collection était remarquable. Et puis, c'est super pour des gens qui soit ne connaissent pas du tout l'acteur ou ont un mauvais a priori, l'acteur ou l'actrice. Et donc, ça c'est un premier pas dans la biographie et ça permet aussi d'avoir envie de se documenter, d'aller plus loin. Soit vous êtes un féru, un fan du comédien ou de la comédienne, et l'idée, c'est que vous appreniez quand même quelque chose, parce qu'on ouvre des portes à côté, on essaye de documenter la filmographie et la vie avec des petites anecdotes qui sortent de l'ordinaire et qui permettent toujours d'apprendre quelque chose. Et donc, Capricci m'avait contactée et il y avait une liste de noms, puis elle était dans cette liste. J'ai réfléchi. Et c'est vrai qu'en fait, à la fois, ça m'attirait, puis à la fois, elle fait un peu peur. Enfin, c'est vrai que c'est un tel monument que vous vous dites par quel bout je vais l'aborder, comment la raconter fidèlement, sans rentrer dans le pathos, parce que ce qui fascine chez Romy Schneider, c'est à la fois sa luminosité, son jeu, son talent, et puis ce sont ses fêlures. Et la difficulté avec une actrice comme celle-ci, c'est vraiment on va parler un peu de sa vie privée, mais ce qui nous intéresse dans le fond, c'est son talent, c'est son jeu, c'est ça. Voilà, c'est de pas rentrer dans le pathos. Et puis au fur et à mesure, en discutant, oui, ça paraissait une évidence, et donc j'ai commencé à travailler sur elle, et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à la raconter. En tout cas, j'espère le plus fidèlement possible à travers mes interprétations de certains épisodes de sa vie. Et voilà, c'est ça, les épisodes, il faut les choisir. Et comment vous avez choisi, sur quelle base vous êtes, sur quels critères vous avez choisi ces fameux épisodes qui constituent le livre? Ça a été le plus difficile. Pour ne rien vous cacher, il y a eu des semaines entières d'aller-retour pour décider du sommaire. Avant de raconter quoi que ce soit, il faut se mettre d'accord sur le sommaire. D'abord, il faut bien se documenter sur sa vie, parler à des gens. Enfin voilà, il faut quand même. Il y a un travail d'enquête avant même de proposer un sommaire. Et puis il y a des passages obligés. Je veux dire, tout le monde connaît la piscine. Bon, on est obligé de parler de la piscine dans le livre, on ne peut pas en faire l'impasse, mais la raconter différemment. Voilà, on raconte la piscine différemment. On est obligé de raconter Sissi, la période Sissi chez elle, mais on essaie de la raconter différemment. Donc moi, c'est vrai que, par exemple, la piscine, je l'aborde à travers l'affaire Markovic, qui est un fait divers. C'est l'assassinat du garde du corps d'Alain Delon, qui a pesé sur une partie du tournage et puis la première du film, et qui a donné un peu cette odeur de soufre au film, parce que la piscine, c'est l'histoire d'un meurtre commis par Alain Delon. Il tue l'ancien amant de Romy Schneider dans le film.
Et dans l'affaire Markovic, il a été soupçonné à un moment d'avoir commandité le meurtre de son garde du corps. Il a été entendu, il a été auditionné, il a même été en garde à vue. Et donc, c'est une manière d'aborder la piscine. Évidemment, on raconte la piscine, mais on l'aborde par un petit bout de... par une anecdote, par un petit bout que les gens connaissent moins ou pas d'ailleurs, ou pas du tout. Est-ce que dans le choix de ces épisodes, il y avait aussi une envie progressivement d'expliquer en quoi Romy Schneider résonne énormément aujourd'hui? Moi, j'étais convaincue que c'était une évidence d'écrire une biographie sur elle, donc je voulais aussi convaincre le lecteur que c'était une évidence que Romy Schneider était au panthéon des actrices françaises. Et dans le livre, vous avez une alternance entre des chapitres qui sont très cinématographiques, qui sont des récits de tournage, et puis vous avez des chapitres beaucoup plus personnels. Je pense au chapitre sur son père. On parle quasiment pas du père de Romy Schneider, on parle de Magda Schneider, qui a été une actrice montante du cinéma parlant dans les années 30, qui a été une actrice aussi de la période fasciste. C'est aussi pour ça qu'elle a été au purgatoire des actrices pendant quelques années après la guerre. Mais on ne parle jamais du père de Romy Schneider. Et donc, je lui ai consacré un chapitre qui explique sa relation avec son père, ce grand absent qu'elle a. Elle a aussi voulu se dépasser pour lui, parce que lui, elle trouvait jamais d'attention dans le regard de son père, donc elle a voulu se dépasser pour lui. Il y a aussi un chapitre qui la rend extrêmement actuelle, qui est le chapitre où on apprend qu'elle a signé le manifeste contre l'avortement en Allemagne. C'est un épisode que nous, on connaît finalement assez peu en France. Et ça a été aussi un tournant je pense, dans sa relation à l'Allemagne, dans sa relation à la presse et dans sa vie de femme. C'est-à-dire qu'elle a fait ses choix sans jamais se justifier. Quand elle quitte l'Allemagne pour partir en France, pour suivre Alain Delon, et pour fuir aussi le carcan de Sissi qui l'étouffe, puis on l'apprendra plus tard, pour fuir aussi sa famille qui l'étouffe. Elle n'a de compte à rendre à personne, personne ne lui pose de questions. Son beau-père qui... vous dites, Oui, il y a tout un chapitre où je parle des horreurs qu'a pu commettre son beau-père. Elle ne rend compte à personne. Et là, c'est la première fois, si vous voulez, elle a effectivement avorté. Et c'est la première fois qu'on lui demande des comptes sur quelque chose. Elle signe ce manifeste et comme elle incarne Sissi en Allemagne, elle devient la figure sur laquelle on tape. Il y a des campagnes de presse vraiment destructrices, dévastatrices sur elle. Elle est l'une des figures les plus critiquées à ce moment-là en Allemagne. Il y a un procureur qui veut même faire appliquer la loi et éventuellement la condamner à des années de prison. Puis, je le raconte dans le livre, mais pour diverses raisons, elle échappera à la justice, comme des dizaines de milliers de femmes qui avouent elles aussi avoir avorté. Et on va dire, cet épisode-là, il est assez peu connu en France. Et je trouve ça intéressant de dire qu'il y a des femmes qui, même si elles ne sont pas ouvertement féministes, ont ce combat, ce parcours en elles. Et en fait, quand vous regardez sa filmographie et quand vous regardez sa biographie, vous comprenez cet investissement, vous comprenez cet engagement. Quand vous voyez les films de Sautet, vous le comprenez aussi. Mais c'était une manière, ce petit chapitre, de l'ancrer dans une réalité de l'époque qui est toujours d'actualité. J'imagine que pour travailler sur le livre, vous avez dû non pas voir, mais peut-être revoir plein de films. Peut-être vous avez découvert d'autres films. Est-ce qu'il y a eu des surprises en revoyant ou en voyant certains films, peut-être certains rôles qu'on ne connaît pas forcément? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Il y a eu beaucoup de plaisir déjà à revoir les films, à en découvrir certains, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir vu toute sa filmographie avant la rédaction du livre. Encore une fois, moi, j'ai vraiment été frappée. J'ai revu le combat dans l'île d'Alain Cavalier et j'ai été frappée, vraiment frappée par la justesse du jeu de cette toute jeune actrice qui joue en français, vraiment. Et Cavalier disait lui-même que quand il l'a vue arriver sur le plateau de tournage, elle avait un côté un peu guimauve, un peu petite jeune fille. Il disait tout juste sortie de ses pâtisseries viennoises. Enfin, voilà, la citation est à peu près celle-ci. Et en quelques semaines à peine, elle était devenue une grande actrice française, jouant en français, avec un jeu très français. Et ça, on le voit dans le film. Vraiment, on le perçoit, on le voit dans le film. Et il y a une autre découverte. J'avais vu le film il y a très longtemps, j'en avais aucun souvenir. C'était Une femme à sa fenêtre de Pierre Granier de Fer.
où elle joue une grande bourgeoise qui est en Grèce. Elle est femme d'un diplomate italien, elle vit dans un confort exceptionnel. On a déjà les prémices de la Seconde Guerre mondiale qui grondent, on a déjà la dictature des colonels qui commence à s'installer en Grèce, et puis c'est une femme qui va faire le choix, par amour pour un jeune syndicaliste qui se cache et qui fuit le régime en train de s'installer en Grèce. Elle va décider de tout plaquer et de le suivre. Et là encore, on est frappé par la justesse de son jeu. Tout est dans la retenue, tout est dans les mouvements du menton, de la bouche, les regards. Et on se dit, c'est incroyable à quel point on peut exprimer autant avec juste un visage. Parce que dans beaucoup de ces films, il y a des scènes où elle s'emporte, où elle rit, où elle est dans l'excès. Là, vraiment, on est dans la retenue quasiment toute la durée du film. Et c'est bluffant. Sur son visage, vous lisez vraiment les émotions qui apparaissent, qui disparaissent dans le regard, dans les yeux, les lèvres, le menton. Vraiment, il y a un jeu d'acteur, d'actrice qui est formidable. Et c'est pas forcément son film le plus connu, mais ça m'a vraiment frappé. Je le connaissais pas celui-là. J'ai noté d'ailleurs le titre. Je le connaissais pas, je l'ai noté, donc il faudra que je le découvre. Dernière question qui est très basique. Je crois qu'il est disponible sur Netflix. Je crois que Netflix qui a ressorti pas mal. Vous avez sur Arte, sur Netflix et évidemment à la Cinémathèque à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée. Vous pouvez revoir plein de films qui sont quasiment introuvables le reste du temps. Voilà, oui, effectivement, j'ai omis de dire qu'il y a une collection actuellement à la Cinémathèque qui est assez intéressante et qu'il faut y aller. Dernière question assez basique. S'il y avait un rôle de Romy Schneider, c'est dur ça par contre pour le coup cette question, mais est-ce que vous en avez un? On va dire Hélène dans Les choses de la vie. Parce que vraiment, Hélène dans Les choses de la vie, pour ne rien vous cacher, quand j'entends la chanson d'Hélène, j'ai la chair de poule et j'ai les larmes qui montent à la gorge, vraiment. Hélène, c'est cette femme, c'est toutes les femmes, Hélène. Vraiment, elle a eu cette chance de trouver ce rôle-là. Elle venait de terminer la piscine n'était pas sortie, donc elle était encore cette actrice un peu has-been qui avait décidé de faire une carrière entre parenthèses en Allemagne. Elle rencontre Sautet quand elle est sur la post-production de la piscine. Il y a un coup de foudre créatif entre les deux. Elle va devenir à la fois sa muse, son Pygmalion, et lui aussi. Ils s'influencent l'un l'autre. Lui, il va découvrir les rôles de femme avec elle. Elle va adopter ce jeu dont on vient de parler dans la retenue. C'est éblouissant. Et Hélène, c'est vraiment c'est le rôle pionnier de son jeu des années 70, si vous voulez. C'est vraiment cette femme moderne qui se jette à corps perdu dans l'amour, avec toujours ce visage dont on parlait il y a quelques instants. C'est Dabadi qui disait « Son visage est un paysage ». Et en un instant, vous avez l'orage ou au contraire le soleil le plus radieux qui apparaît. Voilà, ce serait le rôle d'Hélène où elle est au sommet de sa beauté et de son jeu aussi. Ben écoutez, en vous écoutant, ça me donne envie de revoir le film d'ailleurs. Voilà, donc une femme à sa fenêtre. Les Sautets, regardez tous les Sautets, c'est un plaisir, vraiment c'est un plaisir les Sautets. J'entends bien. Romy Schneider, les actrices se brisent si facilement, donc ça renvoie au film de Zulawski. Dans la collection Capricci Story, c'est édité chez Capricci. Je remercie le service de presse, bien évidemment. Et c'était Faustine Saint-Geniès qui est venue pour nous en parler. Le lien dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page, vous tombez sur le livre, procurez-vous-le. C'est vraiment intéressant. Merci en tout cas d'avoir fait l'effort et de nous... Enfin, je sais que ça n'a pas été un effort de nous parler de Romy Schneider parce que j'ai compris que voilà, le lien est indéfectible. En tout cas, merci, c'était un plaisir de vous écouter. Bah, merci à vous, c'était un plaisir d'être là. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.